Voilà. Youssef. Oui. Et le contexte politique, sur le plan des faits, en vérité, le 4 avril 2021, il y a eu la première réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est à partir de l'ébauche de 87 bis a été établie le 4 avril 2021, dans le corps, ils ont parlé d'entité à l'époque, je ne citais pas, le décret arrive en juin. Donc, il y a une première impression sur Istanbul, parce que le contexte, c'est quoi? Il y a le retour du Hirak, après la trêve du Covid, donc il y avait une reprise et puis, il a été, voilà, donc sur la Kabylie, donc c'est ça, là. Et à partir de cela, ça veut dire que dans cette situation, il y avait la répression aussi. Les copains ont parlé aussi des militants politiques, etc. Il y avait aussi le réseau de solidarité, c'est le 16 avril, la première arrestation, ça jusqu'à le réseau de solidarité, CNLD, Coven, Covid, tous ont été arrêtés sur la région d'Alger, Blida. Et dans la foulée, parce que c'était une stratégie organisée, etc. Comment venir à bout de toute contestation, à travers aussi l'article 87, arrivons jusqu'à, il y a eu le feu. Le grand point d'interprétation, donc dans mon article, j'ai soulevé les questions posées par rapport au feu, mais c'est le mouvement solidarité qui n'a pas été fait vers la Kabylie. Il y a eu un grand mouvement, et ils ont commencé à parler la première fois lorsqu'il y a des vidéos où on montre des militaires. En fait, c'est le campement militaire qui a été pris en feu dans la jeunesse. Ils ont dit à l'époque, ils ont dit qu'ils sont venus pour éteindre le feu, pour aider les citoyens. En vérité, le campement, il était régulier à l'ère Maladie, c'est un campement militaire, et ça, il y a, je crois, 18 morts, et du côté d'Arco aussi, il y a des militaires. À ce moment-là, qui a été rendu public, il y a le feu, les feux, ensuite, c'était le 9, le 10, etc. Azur, c'était le 10, la veille et la nuit du 10. Donc, il y a eu le 11. C'est à partir de là, on a eu la première réaction, c'était la gendarmerie de l'Armée et le procureur de l'Armée qui, en contradiction, le lendemain, parce que il y a son incompétence, le tribunal de l'herbe a été utilisé par la suite, c'est Alger, le Bouchard, le directeur de la police judiciaire, il fait une déclaration terrible qui contredit ce qu'a dit le procureur. Il dit, au matin, il dit que l'action de la police à l'herbe a été faite, quand Zoran Ismaïl, elle a été supervisée à partir d'Alger. Une haute autorité qui a donné l'ordre de ne pas user des coups de sommation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu, les avocats au premier procédure, ils ont demandé que la police soit entendue puisqu'elle était partie civile. Donc, partie civile, la police n'a jamais. Il y a une fille qui a témoigné dans le procès, elle a été condamnée, elle a dit que c'est la police qui lui a dit on a arrêté Perron. Et la police n'a été jamais convoquée. Donc, ce qui est déroulé dans le procès, c'est dommage que les avocats n'ont pas fait témoigner, parce que beaucoup de détenus sont déclarés qu'ils ont été torturés. Ils ont eu d'ailleurs les aveux à la télé au début, et la violation des présomptions d'innocence. Par la suite, certains ont signé même des PV au niveau de celui après leur décision, la mise sous mandat de dépôt, ils ont signé des PV, ils ont fait leur année dans la prison, des PV qui l'ont signé. Donc, dans ce contexte, d'abord, aussi, deuxième point, je lève que il y avait, en dehors de la répression, la mise en garde, maintenant, il y avait ce qui apparaît une punition collective. Ce qui apparaît en même temps, il fallait dissocier. D'accord? Qu'on condamne quelqu'un d'ici, qu'on classe le MAC comme organisation terroriste, c'est une affaire. Mais on ne peut pas juger deux fois. Juger pour un crime,
être militant, parce que tu es un militant, tu es criminel. Soit on le juge pour que ce soit militant, parce qu'il est militant, ça ils l'assument eux-mêmes, soit il a participé réellement dans le crime. Ça il n'est pas distingué dans le procès. Ils les ont jugés d'une manière, pour certains, pour avoir été militants, supposés être militants, d'autres ils ne sont pas, donc ont été condamnés pour ça. Le point technique est juste. Donc, moi je suis ici pour c'est un procès, l'exigence actuellement, c'est l'exigence d'un procès équitable. Les deux procès, c'était des procès hortés, montés, tout ça. Qu'est-ce qu'on. Je voulais bien qu'au moins, d'accord, il y a l'aspect juridique, etc. Il faut qu'on s'entende sur les choses, surtout quelle stratégie médiatique qu'on adopte d'ici le 1er mars. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fait une pression, c'est-à-dire au moins sur la revendication d'un procès équitable, prenons les faits, disent qu'il y a des innocents sont en prison, et il faut rappeler aussi, après l'annulation de deux procès, sont restés une année sous le régime des condamnés à mort, avec la tenue de condamnés à mort. Et ils partent sur le plan national. C'est ça, c'est une injustice aussi, c'est une injustice. Parce que pour l'instant, ils sont des innocents. Voilà. Merci. Finalement, c'est pas facile de sortir Youssef El Khaoui. Mais juste pour rappel, Youssef, c'est l'un des militants qui maîtrise le dossier de l'Arba'a Nathiratan. Je te rends hommage pour tous ces écrits. Alors, moi. Aussi, tout à l'heure, notre ami Youssef, il a parlé des militaires. Il y a eu 33 militaires qui ont signé en 2021. Voilà. Je vais essayer de rester dans le témoignage. On est des enfants de Kabylie. Et en Kabylie, il faut dire une chose, c'est que les incendies, on connaît. C'est un élément de notre vécu, c'est un élément qui existe. Ouais. Et si je dis ça, c'est pour dire que, de mémoire, on sait que ces incendies-là ne sont pas normaux. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui fait que nous savons très bien que ces incendies étaient anormaux. Et le cas le plus emblématique, c'est celui d'Ikhlidjen. De mémoire de nos grands-parents, Vergouche n'a jamais brûlé. Même avec le napalm, il n'a pas brûlé. Et là, il a brûlé en une demi-journée. Et c'est là où il y a eu la plus grande catastrophe. Vergouche, c'est une dépression, une forêt qui est enclavée dans une dépression qui est à la fois massive, mais aussi très humide. Ouais. Et d'ailleurs, l'un des noms des villages de Vergouche, c'est Egoulmine. Egoulmine, ça veut dire qu'il y a de l'eau. C'est là qu'il y a eu la plus grande catastrophe. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est par, justement, Kader, c'est par l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs. Quels sont les dispositifs probables qui ont été utilisés? Il y a eu des témoignages pour dire que des capsules oranges ont été retrouvées. Ces capsules oranges, elles correspondent à ce qu'on appelle des œufs de dragon. Dragon egg. C'est quoi? C'est des dispositifs pyrotechniques qui sont utilisés par les pompiers pour créer des contre-feux. Les pompiers, ils utilisent la technique de contre-feu pour limiter la propagation d'un incendie. Quand ils peuvent accéder par des celliers, c'est-à-dire rentrer dans la forêt, faire une cellier, ensuite allumer un contre-feu, ils le font. Quand c'est trop dangereux, ils utilisent ce type de dispositif pyrotechnique. Vous faites une recherche, œufs de dragon, et vous allez voir ce que c'est. Ça a été trouvé. Mais pas seulement ça. Les témoignages disent que les incendies se déclenchaient en même temps. Les foyers se déclenchaient en même temps dans plusieurs endroits. La seule explication plausible, c'est le matériel militaire. Et le matériel militaire, c'est quoi? C'est du phosphore blanc. Parce que le phosphore blanc, à température ambiante, il est auto-inflammable à 31 degrés. Dès que la température atteint 31 degrés, le phosphore blanc, il est auto-inflammable avec une grande intensité, une grande flamme. Et il y a des vidéos qui documentent des départs de feu de ce type. Autre élément, pourquoi j'ai dit que nous avons l'habitude avec les feux.
quand on voit le feu à une certaine distance, on sait quel est le temps dont on dispose. Parce qu'on connaît notre territoire, chacun connaît son territoire. Si je vois le feu du bois de Guadalajara, je sais si, selon l'orientation du vent, selon la météo, si ça va arriver, si ça ne va pas arriver, je sais que j'ai 48 heures, etc. C'est la même chose. On a une mémoire de notre territoire. Et cette mémoire a été prise par défaut. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts parce que notre mémoire, notre connaissance de notre territoire et de ce phénomène qui nous est habituel, qui est le feu, c'est un élément qui existe, il a été pris par défaut. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas affaire à un départ de feu. On avait, si le feu est à 3 km, je sais qu'à une certaine vitesse, il va arriver en fin de journée. Fin de journée, ça va être calme, les flammes vont retomber, elles vont repartir le lendemain. Donc on peut s'organiser, on fait une tranchée, on prend des mesures, etc. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, ce qui se passait, c'est que le feu, on a l'impression qu'il est à 3 km, 10 minutes après, il est aux alentours du village. C'est comme ça que les gens se sont fait avoir. Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse, c'est qu'il y avait plusieurs fronts de feu. C'est exactement ce qui a été constaté à Toudja. C'est une ligne, un linéaire, sur lequel, à distance, à équidistance, il y a des départs de feu. Pourquoi? Parce que c'est des aéronefs qui balançaient des dispositifs pyrotechniques et qui déclenchaient le feu. Ce qui fait que ce que nous avons comme culture pour lutter contre l'incendie, ce que nous avions comme connaissance de notre territoire, n'était plus valable face à une attaque comme ça. Et c'est vrai que c'est une attaque. C'est vrai que c'est une attaque. Et c'est pour ça qu'il y a eu le carnage qu'il y a eu. Et ça, c'est des choses qu'il faudra à un moment ou à un autre documenter. Malheureusement, même il y a une possibilité que des militants ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de collecter des éléments de preuve sur ça. Parce qu'il y a des éléments de preuve qui peuvent être collectés. La fameuse vidéo sur le Bouira, où on a un genre de spirale, un truc qui est parti, un dispositif qui est parti en spirale, c'est probablement du phosphore, avec l'intensité qui a marqué la roche, parce que la roche, elle était profondément marquée avec un dépôt blanchâtre. Or, si on recueille cette terre et qu'on la soumet à des analyses, on a de l'acide phosphorique qui se forme avec un petit peu d'eau, il y a de l'acide phosphorique qui se forme, et c'est une preuve tangible, il n'y a pas de souci. Ça, c'est par rapport aux incendies ou au caractère criminel. Bien sûr, Ben Sidira a annoncé qu'il allait y avoir des incendies, que c'est le Maroc et le MAC qui allaient les faire, et qu'il allait y avoir des dispositifs, des accélérants qui seraient utilisés. Il disait qu'ils vont asperger les arbres pour que ça fasse beaucoup de dégâts, etc., etc. À un moment ou à un autre aussi, c'est des éléments qui devront être traités. Je voudrais ajouter deux petites choses rapidement. Vous avez vu dans les témoignages, il y a l'autre traumatisme, c'est le fait que ce qui a été subi en 2021 convoque une mémoire longue, celle du colonialisme. On l'a entendu dans votre témoignage, on l'a entendu dans les... Il faut mesurer la portée de ce fait. Il faut le mesurer, c'est très douloureux. C'est l'un des bastions de la Wilaya Tawa. Et là où il y a eu les dégâts de Farah, de Khlijan, des Tourir, etc., c'est des bastions de la Wilaya Tawa. Ça, c'est un aspect. Mais il y a un aspect encore plus grave, qui est rarement abordé et qui n'est pas mis en surface. C'est qu'il y a fragmentation, il y a cassure au niveau de la TRF. Pourquoi? Parce que dans cette affaire-là, il y a des noms qui sont cités et probablement qui sont cités à bon escient. Il y a des officiers supérieurs des services, des gens qui étaient des pivots du dispositif sécuritaire dans la première région militaire, qui sont de l'armée de TRF et qui probablement, d'une manière ou d'une autre, trempent dans cette affaire. Et ça fracture la région. C'est anthropologique, c'est un poids anthropologique qui n'est pas mis en surface, qui n'est pas verbalisé. Je parle de deux officiers supérieurs, c'est Djebbar Hanna, qui était chef du CTRI de la première région, et je parle de Hussein. Hussein est connu sous son pseudonyme, Hussein Boulahia, mais Hussein est natif de l'armée et c'est quelqu'un qui était versé profondément dans la lutte antiterroriste.
Et ces noms-là sont cités dans ce drame. Ce qui fait que Gathiraten s'est vécu non seulement comme une agression par un système, mais c'est vécu comme une déchirure intime. C'est vécu comme une déchirure intime, et surtout dans tous les déchirures. Non. Voilà. Et surtout des Touaregs, c'est le village qui compte le plus de condamnés à mort dans cette affaire, le plus d'arrestations. Qu'est-ce que ça recoupe? Est-ce que ça ne recoupe pas des antagonismes anthropologiques qui sont anciens? Est-ce que ça ne réveille pas des fractures dans la région qui sont anciennes? Et c'est là où on voit le machiavélisme du système. Est-ce que ces officiers-là, ils devaient montrer patte blanche pour rester dans le circuit? Est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié leur région pour être adoubés dans le nouveau rapport de force? C'est une dimension qui existe et qui doit être verbalisée, à mon avis. Parce qu'une fois qu'on l'a verbalisé, les gens ils y réfléchissent. Et on essaie de voir comment on peut la déplacer. Je pense que cette gestion existe là, la Gathiraten. Hein? Elle existe. Voilà, elle existe. Le drame de Thawret Mokran, je ne sais pas comment elle va se relever, de ce drame-là, de la fracture monumentale qui fracasse le village. Et derrière ça, il y a de l'affairisme, etc. Vous avez tous entendu parler de la fameuse histoire des caméras qui devaient être implémentées un petit peu partout. Et qui était importateur de ces caméras-là? C'est le milieu de cet officier-là qui est originaire de Thawret Mokran, parce qu'on retrouve les mécanismes du système, etc. Et c'est tout ça qui est occulté dans cette affaire. C'est un petit peu une région qui est blessée, une région qui est martyrisée, et qui avec les standards Zemmour, il y a des